Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré au monde des arts graphiques. Je reçois Alison Bignon, metteuse en espace qui a exposé partout dans le monde, notamment à Singapour, Los Angeles ou encore Londres. Elle échange sur sa vision du métier, son rapport avec les galeries et les agents et l'importance de l'aventure. Je vous laisse découvrir Alison Bignon. Salut Alison. Salut. Alison Bignon, nous reçois aujourd'hui dans ton atelier à Montrouge. Tu es artiste travaillant majoritairement autour de la peinture et du dessin, mais pas que. Tu es d'ailleurs comédienne de formation et tu te situes dans une branche assez contemporaine avec un travail, selon moi, entre figuration et abstraction. Mais parfois, on ne sait pas trop justement, c'est ce qui le rend intéressant, à mon sens. Et tu parles beaucoup, notamment sur ton site internet, de raconter des histoires. Est-ce que c'est indispensable pour toi de raconter des histoires dans ton projet artistique global? De raconter des histoires, non, mais des histoires que j'écoute, oui. Celles que je reçois, en fait, un peu comme une récolte. Et effectivement, c'est ma façon à moi de rentrer en connexion avec ce qui se passe concrètement dans le monde. Donc, de pouvoir être vraiment dans la rencontre avec l'autre. Et donc, du coup, après, de faire passer tout ça par mon prisme. Et effectivement, de pouvoir m'en servir avec un outil médium vidéo, gravure, dessin, peinture, etc. Et d'agrandir au maximum. Ce qui crée une banque de données. Ok, donc tu traduis les histoires? Je les traduis, exactement. Ok. T'en as besoin pour créer? Oui, moi je pars du principe que j'ai pas assez de matière en étant juste moi-même. Et de toute façon, je fais partie effectivement de cette famille, je dirais peut-être, qui va vers l'autre et non pas qui va vers lui. Voilà. Aucune critique envers la seconde, mais ça m'intéresse plus d'aller vers celui qui est en face de moi. Est-ce que quand tu présentes ton travail, ça fait partie des choses que tu présentes quand tu veux expliquer ton travail, tu le présentes de cette façon-là? Oui, en fait, tout simplement parce qu'il y a un vrai protocole derrière l'exécution en fait, du travail. Concrètement, à la base du travail, il y a une vraie démarche et un vrai protocole plastique qui, moi, me permet du coup après de pouvoir accoucher de ce que je suis en train de faire. Est-ce que tes œuvres peuvent se substituer du discours qui est derrière? Ah, totalement. En tous les cas, je l'espère. Mais moi aussi, je l'espère. Ouais, complètement. Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, je ne pars que des émotions. C'est-à-dire que même si je vais à la rencontre de quelqu'un, son histoire m'intéresse, mais ce que je vais en extraire, c'est son émotion, c'est pas autre chose. Est-ce que tu penses de façon globale que c'est le cas? C'est-à-dire qu'une œuvre peut se substituer du discours qu'on lui attache? C'est même que ça. Pour moi, c'est vraiment l'expérience kantienne de l'œuvre d'art. C'est maintenant, tout de suite. J'ai une expérience ou j'en ai pas. C'est un peu comme j'aime pas. Point. Ça s'arrête là. Très simple. Je le disais auparavant, tu as une formation de comédienne et tu travailles majoritairement autour des arts plastiques. Tu as fait aussi, il me semble, de l'installation vidéo. Est-ce qu'une discipline n'empiète pas sur une autre dans ta communication notamment? Non, absolument pas. Enfin, à partir du moment où, pour moi, à chaque fois que j'utilise un médium différent, il y a une justification. Donc, normal. D'accord. Donc, ça ne se chevauche pas, ça rend pas le truc moins visible? Non. Lisible, pardon. Toi, globalement, quand on te présente, tu te présentes comment? Comme une artiste, avec un grand A, entre guillemets, ou comme une plasticienne, puisqu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, c'est-à-dire que notamment en France, les gens ont besoin d'avoir une étiquette. Quelle étiquette, toi, tu te donnes quand tu te présentes À moi-même, je pense que je suis un metteur en espace. Un metteur en espace, c'est quoi alors? Je viens du théâtre au départ, et d'ailleurs, c'est mes premières amours, et je pense que ça restera toujours ça, quoi qu'il en soit. Et en dehors de cette formation de comédienne, je suis avant tout metteur en scène, donc je suis vraiment metteur en espace. Donc l'équilibre, et notamment dans mon travail plastique, on le voit aussi, l'équilibre, l'équilibrage du bateau, la mise en scène d'une émotion, etc., part vraiment d'un acte théâtral. Et d'où le fait aussi que j'utilise les fonds blancs, parce que effectivement, pour moi, c'est comme si c'était de l'espace vide. Donc on revient vraiment à une théorie brookienne, etc. Donc c'est un peu la boucle est bouclée. C'est pour ça que les médiums me dérangent pas du tout, en fait, quand ils sont mélangés. D'accord. Et ils dérangent pas non plus les visiteurs ou les clients ou les galeries non plus? Non. Ok. Bon, après, si ça les dérange, ils peuvent changer de galerie. Est-ce que tu as l'impression que c'est différent en France et à l'étranger sur ce sujet-là?
Oui, fondamentalement oui. Je pense qu'en France, on est encore assez fermé sur le fait, à un certain moment, de pouvoir avoir des vases communicants entre les différentes techniques, médiums. Enfin, oui, on a une certaine tendance à vouloir définir les gens, en fait. Un besoin de définir les gens qui est pas... Enfin, moi, en tous les cas, qui est quelque chose que je ne retrouve pas quand je travaille à l'étranger. Tu as exposé, corrige-moi si je me trompe, à Los Angeles, à Singapour, à Maurice, à Londres, et j'en passe. Est-ce que tu peux raconter comment ça se passe, comment s'est passée la première fois que tu es rentré dans une galerie? C'est-à-dire quand vraiment tu pars de zéro, quelle est En tant qu'artiste ou en tant que spectateur? En tant qu'artiste, évidemment. Quelle est la première étape? Comment tu rentres en contact la première fois avec un galeriste? Ou est-ce que c'est lui qui vient? Est-ce que c'est toi qui vas le voir? Et comment t'en arrives à exposer tes œuvres là-bas? En l'occurrence, la première galerie avec laquelle j'ai travaillé, je dirais de manière professionnelle, on s'entend, sur des conditions, c'est-à-dire optimum, ça s'est fait à Los Angeles et j'ai eu la chance que le galeriste vienne me chercher. Il avait entendu parler de mon travail par le biais d'un truc très très commun, les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui a fait c'était vraiment un coup de cœur ou il y avait une raison particulière? Il a eu un premier coup de cœur sur ce qu'il a vu passer, il a été regardé sur mon site internet, il m'a contacté. Étant donné qu'il était à Los Angeles, il est venu visiter l'atelier 3 mois plus tard. Ouais, quelque chose comme ça. Et il ouvrait lui-même cette galerie. C'était une ouverture de galerie. Et il ouvrait cette galerie et il avait décidé de prendre 4 artistes émergents. Voilà, plus ou moins, moins 35 ans, quoi. Donc moi, à ce moment-là, j'avais 29 ans ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ça s'est fait de manière assez simple. Et c'est vrai que le reste, après, ça restait une galerie totalement... très Los Angeles, donc du coup avec de la représentation d'artistes comme Warhol, Wes Hellman, etc. Donc c'était du gros mastodonte face à des tout petits fœtus. Ok. Voilà. Et comment ça se passe après, par la suite? C'est-à-dire, du coup, les gens ont entendu parler de toi dans cette galerie et du coup, de fil en aiguille, t'en as rencontré d'autres ou c'est vraiment à chaque fois des fonctionnements indépendamment? C'est effectivement le système de la toile d'araignée. Il y a cette espèce de truc où effectivement... ce qui est peut-être le plus difficile au départ, c'est de rentrer en interaction avec quelqu'un, etc. Moi, je l'avais déjà fait aussi en France, quoi qu'il en soit. Enfin, j'avais déjà une première strate de parcours, on va dire, plutôt dans l'institutionnel, et qui ne correspondait pas forcément à ce que j'avais envie, moi, dans mes aventures. C'est-à-dire déjà, j'ai choisi ce métier pour voyager, parce que j'aime bien voyager. Et puis parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des points de vue autres que les points de vue de son propre pays aussi sur ce qu'on fait et pour voir un petit peu si ailleurs ça émerge aussi. Finalement, ça émerge d'ailleurs plus ailleurs pour moi qu'ici, concrètement. Voilà, je suis plus attachée à la France en tant que mon pays et avec tout ce que ça inclut de manière personnelle. Mais sur le point de vue professionnel, on va dire que je travaille... Enfin là, je vais commencer à travailler plus en France, mais on va dire que ça aura mis plus de temps. À ce sujet, quel genre de différence tu as au niveau de l'accueil, par exemple, entre les différents accueils sur les différents continents? Est-ce que tu as vraiment une différence flagrante? C'est d'autres façons de travailler, en fait. Je pense que c'est plus ça. C'est plus de l'ordre de... Pour moi, en France, c'est encore très oligarchique. C'est un système où il faut connaître beaucoup de gens. Moi, je viens d'une famille qui n'a strictement rien à voir avec l'art tout court. Je viens d'une famille de boulangers-pâtissiers, etc. Donc, ma construction, elle s'est faite vraiment dans le fait d'avoir envie de faire ce métier, mais pas forcément de penser au fait que ça pouvait devenir mon métier. Clairement. Du coup, voilà. Et les États-Unis, notamment, m'ont ouvert vraiment à cette perspective-là. Et l'Asie, beaucoup aussi. Notamment la Corée, sur ma première résidence, où là, j'ai eu la chance d'avoir mon directeur qui m'a dit « Ok, j'aime beaucoup ce travail-là, on va le pousser ». Donc, ça m'a permis de faire ma première biennale, etc. Et de pouvoir naviguer dans la Corée pendant 3 mois, comme ça... à aller à la rencontre des gens, à la rencontre d'une culture, de langue, de la bouffe, de plein de choses, et donc du coup d'énormément de nourriture déjà pour soi-même, et aussi de rencontres avec d'autres artistes et une manière différente de penser les choses. Et ça m'a beaucoup fait grandir, clairement. Et c'était justement un peu le début de ces voyages qui se sont après pas mal enchaînés sur les 10 dernières années. Quel rapport tu as, toi, en tant qu'artiste français à l'étranger? Je veux dire, comment t'es accueilli?
Hyper bien. Les Français, on a une bonne réputation. J'ai pas l'impression qu'on a une bonne réputation partout. Non, pas partout. Mais ce qu'il y a, c'est que le côté, en tous les cas, voilà, à Los Angeles, le côté parisien, Parisian artist, so cute, charming, bla bla bla, pour peu qu'on essaie, voilà, de parler dans la langue, etc. Enfin, moi, j'ai toujours eu un très bon accueil, donc j'en garde un très bon souvenir. C'est hyper chouette, quoi. Enfin, à chaque fois, c'est toujours très très vivifiant, en tous les cas. Je vais quand même te demander quelle a été, est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire et ta meilleure expérience en tant qu'artiste sur, par exemple, ton accueil en galerie ou même en résidence? En résidence, clairement, il n'y a pas de pire expérience parce que toutes les résidences que j'ai faites étaient franchement un petit miracle à chaque fois et par l'accueil des gens et par la direction à chaque fois, enfin la mise en place du fait de pouvoir me permettre de tester des choses, etc. Donc, c'est d'une grande générosité. En expérience... T'en as pas eu des dramatiques Non, j'en ai pas eu de dramatiques. Peut-être que des fois, il y avait un peu des trucs un peu chiants en termes de logistique. Pas forcément bien organisés, pas forcément toujours très respectueux aussi vis-à-vis des artistes. De manière générale, dans ce que moi j'ai pu observer, notamment dans les groupes shows, où des fois les artistes ne sont pas forcément respectueux d'apporter leurs œuvres en temps et en heure pour que le curateur puisse faire son boulot. Mais des fois aussi, le commissaire d'expo peut être assez arrogant, juste dans le fait d'avoir sélectionné un artiste et de bien lui faire savoir. Voilà. Et de prendre une espèce de position de force qui n'est pas forcément toujours hyper sympathique. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs en tant que tel, quoi. Et le meilleur alors que t'es? Le meilleur que j'ai, bah là, c'était des conditions vraiment royales. Une fois de plus, j'en reviens à Los Angeles, mais là, on est face à du mastodonte, une galerie de 300 mètres carrés, à un directeur de galerie qui fait ça à côté de son activité, donc du coup, qui a un gros mania de la pub là-bas, donc effectivement blindé, qui t'envoie ton billet d'avion, qui te loge dans un endroit absolument magnifique. Voilà, t'as le tapis rouge, le photocall, tu vis un peu ton rêve américain, tu vois 2-3 stars à ton vernissage, c'est hyper drôle. Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec, mais c'est drôle, parce que c'est une expérience que tu pensais pas forcément vivre à un moment de ta vie. Après, est-ce que c'est une expérience hyper warfit en termes d'artiste? En termes artistiques, je suis pas sûre. Mais par contre, en termes humains, etc., d'expérience et d'aventure, une fois de plus, et pour moi, c'est ça toute la beauté de ce métier, c'est l'aventure qui peut y avoir à chaque coin de rue, clairement. Ça a été ça. Ça, c'était très drôle au départ. Tu as parlé des résidences. Je vais te poser la même question que sur les galeries. Comment tu décroches ta première résidence? Première résidence pour la Corée. Alors là, c'était une résidence dans le sud de la Corée, à Jinju. Donc il y avait un appel à candidature sur une ouverture avec le fait de pouvoir recevoir pour la première fois un artiste à l'international. Il s'avère que moi, la Corée, je ne savais pas où ça se situait sur une carte. Mais par contre, au dire de mes parents, j'ai toujours voulu aller en Corée. Donc, quand j'ai vu cet appel à candidature passer, j'ai commencé à travailler et je ne savais pas du tout comment on faisait un appel à candidature. Du coup, je crois que j'y suis allée vraiment avec le cœur. Mais il s'avère qu'au Beaux-Arts, j'avais des copains coréens, donc je leur ai demandé de traduire, par contre. Et je pense que ça a beaucoup joué. De traduire le texte, parce que ça devait être... j'ai fait une lettre de motivation, je crois, de 10 pages à peu près. Et franchement, sincèrement, dans les 10 pages, c'était surtout « Je veux venir en Corée, je veux venir en Corée ». Je sais pas pourquoi, mais je veux venir en Corée. Et par contre, j'avais effectivement déjà cette démarche au niveau des carnets de chagrin, etc. Donc j'avais aussi très envie de rentrer en relation avec cette population, avec la langue, avec tout ça, avec se confronter en fait avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Et du coup, c'est l'heure de manger. Effectivement, c'est l'heure, manger. Et ça allait pas plus loin que ça, puisque dans le sud de la Corée, pas grand monde parle anglais. Et encore moins français. Tu l'as pas précisé, mais on parle bien de la Corée du Sud. Oui, Corée du Sud. Tout à fait. Effectivement. La question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait la différence dans ton dossier? Parce qu'on sait que la constitution des dossiers et tout, ça fait partie du boulot aussi. Qu'est-ce que tu penses quels éléments font, selon toi, un bon dossier? Déjà, en ce qui concerne la Corée, effectivement, c'était pas une résidence où c'est une résidence où il y a des graveurs. Donc déjà...
il faut viser les résidences où il y a les bons médiums, parce que c'est sûr qu'une résidence pour les vidéastes, si tu fais pas de vidéo, concrètement, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à moins que tu veuilles te lancer, mais encore faudrait-il prouver que tu puisses le faire. Donc du coup, c'est déjà trouver les bons appels à candidature, les sélectionner correctement, prendre le temps. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment prendre le temps et le prendre au sérieux à chaque fois, en se disant que quoi qu'il en soit, sur, je pense un pourcentage entre 30 et 40 dossiers, il y en a peut-être un qui va marcher, mais qu'à chaque fois, avec un tout petit peu de recul, je sais pas, 3-4 mois après, tu te rends compte en repartant dans ton dossier que c'est un peu normal que tu l'aies pas eu celui-là. Tu dis un ratio d'environ 30 à 40 que tu en... Que t'envoies. Ah, moi, je lance des hameçons tout le temps. Et déjà parce que ça me fait cogiter et parce que ça me fait revoir effectivement ma démarche et d'essayer de coller au plus, parce que je grandis et la démarche, elle change. Elle grandit, elle change, ou elle part dans d'autres directions. Je ne me rends pas forcément compte d'ailleurs sur le moment. Et donc le fait de s'atteler à ce travail-là dans l'année à un moment fait que toi, tu peux prendre du recul en fait sur ce que tu es en train de faire, voire de l'analyser un peu plus tard, un peu comme un dessin que tu laisses dans un carton et tu le finiras plus tard, et 6 mois plus tard tu l'ouvres et tu comprends tout de suite quelle est la différence, enfin la direction dans laquelle tu peux l'amener maintenant. Donc du coup voilà. Appelle-le comme tu veux, mais ce que je trouve intéressant, c'est du coup le fait que je vais dire le mot échec, après tu le prends comme Ouais. chacun le prend comme une mais en fait il y a... J'en parle souvent dans cette émission, mais c'est le fait aussi de démystifier l'échec et de se rendre compte de toutes les tôles qu'il faut se prendre avant d'avoir une réponse positive, quoi. Mais c'est et ça, mais c'est permanent, quoi. Je suis assez d'accord, et c'est surtout en dehors de le démystifier, c'est que sans échec, il n'y a pas l'appréciation de pourquoi, du comment, etc. Donc pour moi, failure is great. Enfin, c'est un peu par ça d'ailleurs qu'on apprend. Et t'apprends la plupart du temps plus parce que tu te casses la gueule que parce que t'as réussi à le faire du premier coup. Mais c'est comme un accident sur une feuille, c'est comme un accident sur une toile, etc. Et c'est cette espèce de moment où effectivement tu te confrontes au truc. Et moi j'avais l'impression que c'est un truc négatif. Toujours eu l'impression que c'était un truc pour me pousser le cul à aller plus loin, ou alors que c'était pas ma place, tout simplement. Et il y a plein d'endroits où c'est pas ma place, mais il y a plein d'endroits où du coup ça doit être ma place. Donc l'un dans l'autre, trouver une balance entre les deux, quoi. J'ai l'impression que, j'en reviens aussi au sujet de la France, mais comment dire ça, j'ai l'impression que la France ne supporte pas la réussite, et c'est aussi pour ça qu'elle ne supporte pas l'échec. Il y a des chances, oui. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, bizarrement, sont prônés plus que ça les États-Unis, etc. Mais en tous les cas, il y a des choses très bonnes et très positives à prendre aussi par rapport à ça. Moi, en tous les cas, mon rapport avec les gens avec qui je bosse aux États-Unis, et j'en ai eu, par exemple, le constat très, très simple il y a 3 semaines. J'ai décidé de faire un open studio ici, en me disant, voilà, les galeries, en tous les cas, celles avec qui je bosse sont fermées. Pas moyen d'exposer, besoin de vendre, besoin de vivre de mon boulot, comme d'habitude. Et entre-temps, j'ai ma galeriste de Los Angeles qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai un client qui cherche une pièce. Alors ça va paraître très basique ce que je vais dire, mais c'était vraiment pour un truc de branding très particulier. Des pièces en rouge et noir. Ok. Donc elle me dit, est-ce que tu peux me faire un dossier avec ce que tu as, etc., etc. Donc je commence à faire un dossier, puis bon, il me restait 48 heures, je me suis dit, tiens, je vais chiader 2-3 dessins, on va essayer de s'amuser avec ça. C'est une contrainte comme une autre, a priori. Je fais le truc, bon, pas de réponse au bout d'une semaine, etc. Moi, entre-temps, je lance mon open studio. Il s'avère que les 3 dessins que j'ai faits, je les ai vendus le premier jour de l'open. Et Rachel me rappelle une semaine après, elle me dit, bon, désolé, Ali, le client est pas du tout intéressé. Et moi, je lui dis, mais c'est pas grave. Moi, les pièces, elles n'existent plus, elles sont parties chez quelqu'un d'autre. Par contre, merci. Merci de m'avoir poussé à faire ça, parce que sinon, en fait, je les aurais pas sorties, les pièces. Donc, en fait, exemple type de la failure qui, à un moment, produit autre chose et t'amène à penser différemment, quoi. Bon, là, il s'avère que j'ai eu un coup de bol parce que je les ai vendues. Elles auraient pu attendre pendant pas mal de temps dans le carton à dessin, mais il s'avère que ça s'est passé comme ça. Et réellement, c'est le premier truc qui m'est venu en tête où je me suis dit merci beaucoup Rachel, parce qu'effectivement, ça m'a servi à quelque chose. Ça me permet de rebondir sur le profil des acheteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le profil de tes acheteurs? Est-ce que c'est des collectionneurs? Est-ce que c'est des galeries qui achètent? Est-ce que c'est vraiment des coups de cœur? Est-ce que c'est des achats valeur refuge? Est-ce que tu as une visibilité déjà là-dessus?
Ou vraiment Les valeurs refuge, pas tant que ça, parce que déjà effectivement, je suis encore tout petit. On va dire qu'effectivement, il y a quelques fonds d'investissement qui me suivent un peu en Suisse sur certaines choses, où des fois, effectivement, ça permet à un moment, c'est presque un peu comme de l'ordre du mécénat, on va dire, acheter pour permettre à l'artiste de continuer de travailler. Donc c'est une grande chance, ça je suis hyper contente et c'est par des agents avec lesquels je bosse là-bas que j'ai cette opportunité. Les clients en galerie, étant donné que c'est des galeries qui sont loin de chez moi, c'est très rare que je sois en interaction, sauf si c'est des ventes pendant le show, et on va dire pendant le vernissage, et que je puisse venir à ce moment-là. Et après, j'ai effectivement développé, moi, de mon côté, plusieurs types d'acheteurs en France, qui sont pour moi tous des collectionneurs, que ce soit un premier achat, que ce soit des gens qui me suivent depuis 10 ans, que ce soit des collectionneurs vraiment très très sérieux dans leurs achats, etc. C'est plein de types très différents, donc à chaque fois, j'ai pas un bunch vraiment prédéfini, quoi. Il y a un sujet qui me vient comme ça, si tu parles des expositions à l'étranger, donc tu as des œuvres qui restent à l'étranger. Comment ça se passe pour les faire revenir ici après ? C'est un contrat. Ça, c'est dans le contrat, donc c'est pris en charge par la galerie. Alors, c'est pris en charge par la galerie. Après, ça dépend vraiment des artistes, etc. Moi, c'est les contrats que j'ai signés tout de suite, notamment sur LA, parce que c'était beaucoup de grands formats, etc. Et que c'était d'ailleurs, pour moi, la première fois que je travaillais sur des aussi grands formats et tout ça. Et il s'avère qu'effectivement, ça faisait partie du contrat sur le shipping back. Mais il s'avère que moi, quand j'ai continué, j'ai fait ce qu'on appelle un saut de puce, en fait, d'une galerie à une autre. Donc j'ai pu transvaser mon travail, celui qui n'avait pas été vendu, d'une galerie à une autre. Donc soit c'est en storage, soit c'est exposé à différents endroits, et notamment aussi dans des endroits témoins, puisque souvent, en tous les cas, les galeries avec lesquelles je peux bosser sont à plusieurs endroits. Donc notamment la Kevin Barry, on va la trouver à San Francisco, à LA et à Vegas. Donc du coup, ça fait que mon travail navigue aussi dans le pays, sans que moi je sois là. Et il m'envoie des photos de temps en temps avec des installations un petit peu différentes, etc. Et voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta façon de chiffrer tes œuvres ? Est-ce que tu fais ça vraiment au feeling ? Est-ce que tu fais ça au temps ? Est-ce que tu fais ça au format ? Je le fais avec des galeristes. Je le fais avec mes galeristes, aussi un petit peu en fonction des marchés. Mais soit dit en passant, la plupart du temps, c'est quand même relativement régulier. Et donc, du coup, comme les galeristes prennent 50%, moi, ça me permet, notamment, par exemple, quand je vends en direct à l'atelier, d'enlever les 50% de la galerie. Alors ça, c'est un accord tacite que j'ai avec tous les galeristes avec lesquels je travaille, qui sont complètement conscients que déjà, je ne suis pas installée dans le même pays. Donc, il n'y a pas de concurrence. Et que quelqu'un qui est à Singapour, concrètement, il ne va pas venir à Paris pour venir chercher une œuvre. Donc, du coup, c'est grâce à eux, surtout, en fait, que concrètement, les prix se mettent en fonction. Donc, les premiers prix qui ont été pensés, ils ont été pensés à Los Angeles. Alors, plus par rapport, effectivement, au marché américain, qui était un peu trop haut, d'ailleurs, par rapport à qui j'étais et à mon CV à ce moment-là, et qui ont pu être régulés à partir d'un moment, et puis à force de conversation, d'essayer de prendre le temps, d'essayer de voir ce qui correspondait le mieux aussi à la gamme d'acheteurs de la galerie, etc. Et après, finalement, j'ai pris cette base-là pour la mettre ailleurs, avec les gens avec qui j'ai commencé à travailler. Est-ce que c'est juste pour toi ? Oui. Et ces 50%, c'est universel à toutes les galeries dans le monde ? Oui, c'est très rare. Les agents prennent 30%. Moi, je travaille beaucoup avec des agents aussi, mais pour le coup, ouais, les galeries avec lesquelles je travaille, c'est 50%. Et à ma connaissance, je n'ai pas de galerie avec qui prennent moins. Qui prennent moins, oui. Et les agents, quand tu dis 30%, ce sont des apporteurs d'affaires, les agents. Donc, des apporteurs d'affaires, voilà. C'est voilà. Pas en plus des 50% de la galerie. Ah ça, non, ça n'a rien à en voir. fait, non, ce sont des indépendants, ce sont des consultants en art, en fait, qui en général travaillent avec leurs collectionneurs, avec des paniers de collectionneurs. Donc, c'est plutôt des gens qui ont un très bon réseau à la base et qui, du coup, à l'intérieur de ça, vont proposer tes œuvres, celles du voisin, etc., à leurs acheteurs potentiels.
Et dans ces cas-là, s'il y a un serrage de vente, effectivement, ils prennent 30%, ce qui me paraît totalement correct aussi. Et comment tu es rentré en contact avec ces agents-là? Comment tu les as rencontrés? Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Non, il y en a qui, dans la première galerie dans laquelle j'ai travaillé, qui eux-mêmes sont partis de cette galerie et se sont mis à leur compte. Donc du coup, ils m'ont demandé si à un moment j'avais envie de travailler avec eux. Il s'avère que c'était pas sur sur la Californie, puisque moi j'ai un contrat ficelé sur la Californie par contre. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir travailler au départ sur New York. Et c'est même eux qui m'ont apporté la galerie après là. Donc du coup, voilà, c'est un échange de bons procédés. Et en Angleterre, c'est par le biais d'une expo. Donc pareil, quelqu'un, voilà, mais j'étais pas représentée par une galerie. Donc c'est quelqu'un qui a décidé aussi de venir vers moi et de me proposer ça. Et puis après, c'est comme à chaque fois, hein, il y a des moments où ça marche et puis il y a des moments où ça marche pas parce qu'en fait, soit il n'a pas un panel de personnes qui est intéressé par mon travail, soit ça se passe pas bien parce que humainement on se comprend pas. Parce que ça joue beaucoup. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça joue beaucoup. C'est combien d'agents environ qui font la démarche d'essayer de vendre ton travail? De mon côté, oui. Il y en a 3 avec lesquels je bosse. 3, d'accord. Et des galeries à l'heure actuelle? Là, j'ai une galerie à Singapour, la Miaja, une à New York, une à Los Angeles. Et là, une toute dernière pour le prochain solo show au mois de mai à Marseille, avec qui on va se mettre à travailler ensemble en fait. Voilà. Quand on tape ton nom sur internet, on voit que tu figures sur plein de sites en rapport avec l'art visuel. Est-ce que tu peux faire un petit panel des sites qui sont le plus pertinents pour toi pour la diffusion et la vente de ton travail? Des galeries en ligne, tu veux dire? Par exemple? Par exemple. Alors je sais que j'ai plein de mes collègues, effectivement artistes, qui disent que les galeries en ligne ne sont pas intéressantes. Moi je trouve que c'est déjà intéressant d'être dans un flow. J'aime bien ce principe-là parce que ça veut dire que quand on s'arrête sur une image, parce que ça reste qu'une image au départ, c'est intéressant aussi de se dire que par le biais du digital, on peut obtenir d'autres choses, toucher peut-être d'autres styles de personnes et aussi des gens qui ne vont pas forcément mettre les pieds dans des galeries. Parce qu'il y a un rapport à la galerie qui est encore, ça je l'entends assez souvent, notamment en France, qui est encore très oligarchique, qui fait que les gens n'osent pas forcément passer la porte d'une galerie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des galeristes qui ne sont pas accueillants, hein, clairement. Mais ça veut dire que c'est un microcosme qui est encore très difficile d'accès, et par la compréhension, et par le fait de se sentir très vite jaugé, jugé, etc. Et de se dire peut-être aussi tout simplement que quand on rentre dans une galerie, on n'a pas forcément les moyens d'acheter. Or, il s'avère qu'il y a un panel d'artistes hallucinant qui fait que ça peut aller d'une œuvre d'art très peu chère et ça n'enlèvera pas moins la qualité du travail, effectivement, et de se retrouver face à un Gerhard Richter. Enfin, c'est complètement différent. C'est juste que c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes optiques, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes galeristes, effectivement. Mais c'est accessible. Ça devrait être accessible à tout le monde. Et je trouve que les galeries en ligne permettent ça. Et du coup, d'enlever cette espèce de rapport de classe qu'il y a à la galerie physique. C'est ça. Exactement. Et en même temps, sur les galeries en ligne, parce que là, pour le coup, ce sont les artistes qui décident de leur prix, mais pareil, c'est 50%, parce que c'est un autre style de vitrine, etc. Concrètement, il y a des œuvres qui montent à des prix mirobolants, quoi. Enfin, des trucs assez huge, comme des choses qui sont pas très chères. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est j'appelle ça un travail de tuilage, entre la communication que tu fais en digital, ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, dans la vie réelle, dans la constitution de ton réseau, dans l'affichage de ton travail dans les galeries, et que l'un se substitue difficilement à l'autre, et qu'en réalité, pour exister en tant qu'artiste, il faut exister un petit peu partout pour que les informations se recoupent, et en effet, comme tu le disais, peut-être toucher des tranches sociales qui ont l'impression de ne pas pouvoir avoir accès à ton travail. Ouais,
ou au travail et en tous les cas au monde artistique en général en fait, plus. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a il y a un peu encore ce truc de ça peut faire un peu peur. Voilà. Et un premier achat fait de quelqu'un juste qui collectionne. Un collectionneur, c'est pas forcément quelqu'un qui a $1000 sur son compte en banque, quoi. C'est quelqu'un qui a eu un crush sur une œuvre et c'est déjà vachement bien. Au-delà du site internet, tu utilises assez régulièrement les réseaux sociaux. De quelle façon tu les utilises et qu'est-ce que ça représente en termes de travail pour toi dans ton agenda, ça? Ça représentait plus avant. Maintenant, je le fais plus quand je peux. Mais il y a eu un moment où j'étais très très active, vraiment, et ça m'a beaucoup beaucoup servi. C'est-à-dire que Facebook est a priori en déclin. Enfin, en tous les cas, pour moi, Facebook c'est pas du tout en déclin. Facebook, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui permet d'avoir une qualité d'image qui est encore assez correcte. Et c'est surtout que ça permet de tchatcher, en fait, c'est comme un mood, c'est comme un truc un peu lancé, en tous les cas en ce qui me concerne vraiment dans cette démarche-là, lancé dans l'univers, quoi. Donc c'est pas forcément toujours titré avec la photo chiadée en HD, etc. machin, genre le point de vue c'est vendre, etc. Là c'est plus déjà ça me permet des fois d'avoir des thermomètres sur une œuvre sur laquelle je ne sais pas trop moi-même, où je suis un peu perdue, etc. Et ça me permet, par le fil de personnes que j'ai jamais rencontrées en dehors du digital, mais qui sont des gens qui des fois suivent mon travail depuis 10 ans, et avec qui on a pu échanger en MP, au téléphone, par mail, etc. De voir un peu comment ils saisissent la manière dont tout d'un coup je vais prendre un peu une tangente. Ce qui est le cas, par exemple, en ce moment dans mon travail, il y a pas mal de tangentes qui se font, où il y a de plus en plus d'apports de peinture, etc. Et de plus en plus de couleurs, ce qui n'était pas du tout mon cas au tout début. Donc du coup, ces gens-là, ils ont pu voir l'évolution de mon travail depuis pas mal de temps. Et je pense que c'est fait avec beaucoup de sincérité et de spontanéité dans les réponses. Donc c'est vraiment j'aime pas. Et je trouve ça bien. Parce que moi, ça m'empêchera pas de continuer sur ma route. Mais par contre, c'est intéressant de savoir pourquoi t'aimes pas, pourquoi t'aimes bien, qu'est-ce qui te parle, etc., etc. Donc pareil, ça me fait rentrer en interaction. Donc comme c'est un peu le cœur de mon travail, c'est assez important. Et Instagram, c'est différent. Et quel réseau social tu utilises majoritairement? Facebook et Instagram, ouais, clairement. Mais j'ai découvert LinkedIn depuis le confinement. Et LinkedIn, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y a un pourcentage la probabilité que ton post devienne viral beaucoup plus grand aujourd'hui sur LinkedIn que sur Facebook et Instagram, où les algorithmes sont un peu tassés et ça fait très longtemps que ça tourne. Et pour rebondir sur ce que tu dis, et ça c'est quelque chose que je dis souvent aux artistes, c'est de documenter plutôt que de créer. C'est-à-dire, vaut mieux documenter son travail, ce qu'on est en train de faire, et poster très régulièrement, plutôt que de poster 3 fois par mois ou 1 fois par mois l'œuvre terminée. Ça permet de renseigner, documenter, les gens ils ont l'impression de suivre, le public a l'impression de suivre la création de l'œuvre, notre propre parcours, et après ils sont très contents de pouvoir avoir l'œuvre terminée en vrai, s'ils peuvent assister à un vernissage ou quoi que ce soit. Et ça permet de se rendre compte qu'on peut avoir du contenu, parce qu'il y a aussi l'excuse, entre guillemets, de se dire moi j'ai pas beaucoup de contenu parce que je mets des jours, des semaines à créer, etc. Mais en fait, le contenu il est sous les yeux. C'est de documenter, de l'avancer, de documenter tout ce qu'on fait, et même au-delà de la création de l'œuvre. Ça peut être tout ce qui fait la vie artistique en général, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, là, moi, je suis en train de penser justement à une espèce de refonte comme ça, notamment sur Instagram, parce que je m'amuse plus de la même façon maintenant, etc., et que j'ai envie un petit peu de changer et de m'amuser un peu plus. Et effectivement, parce qu'il peut y avoir une question de pudeur qui se met en place sur le fait de montrer un petit peu plus des choses, etc. Et c'est intéressant de savoir aussi à quel moment ça bascule dans je montre beaucoup trop et je montre pas assez forcément des choses, de manière à ce que les gens effectivement à un moment s'attachent aussi à la poursuite du travail et tout ça, sans que ça devienne trop prostitute, quoi.
Donc voilà. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner, si tu avais un conseil à donner à un artiste qui débute, qu'est-ce que ce serait? Partir à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on est loin de chez soi et on peut prendre vachement plus de risques. Et le risque, c'est important? Ouais. Est-ce que tu as une citation en tête? Non, j'ai pas de citation en tête, a priori. Non, mais j'ai des trucs que je me ramène dans la tête en permanence, notamment quand je suis déprimée, etc. Mais c'est très à la Riken style, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave, un leitmotiv, tu vois, un truc... Bah, pour moi, il faut jamais rien lâcher. Donc voilà, je pense qu'on a la chance de faire des métiers qu'on aime, etc. Que ce soit transformé ou pas, qu'on fasse 10 000 balles par mois ou qu'on fasse 200 balles avec, peu importe. Je crois qu'il faut juste pas lâcher. C'est dur. Ouais. Et s'il y avait quelqu'un comme ça, quand j'étais au lycée, c'était mon prof de théâtre, qui est un acteur de la Comédie Française, Christian Gonon, qui nous avait dit, c'est comme tous les métiers artistiques, 10% de talent, 90% de travail. Et ça, je pense que pour moi, ça résume à peu près tout. Eh ben, écoute, merci Alison pour ton passage dans l'émission. Merci. Vous retrouverez le travail et l'actualité d'Alison sur Instagram et Facebook et sur son site internet alisonbignon.com. Et vous pouvez vous rendre également à ses portes ouvertes régulièrement dans son atelier à Montrouge, dans le 92. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com pour retrouver tous les autres épisodes ainsi que les recommandations des artistes. Afin que ce podcast profite un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.